Alors pourquoi Téhéran met-il la zone sous tension et pourquoi ces monarchies ne ripostent-elles pas? Quentin Muller, bonjour, vous êtes journaliste, fin connaisseur de cette région, on vous doit notamment le livre L'arbre et la tempête à Socotra, l'île oubliée. Le voilà votre livre. Merci d'être sur France 24, les pays du Golfe ont longtemps joué un jeu d'équilibriste dans la région et aujourd'hui donc l'Iran s'en prend à eux. Pour quelle raison? À cause de la présence de ces bases américaines? Oui, mais pas que. Surtout, enfin, les pays du Golfe représentent le seul moyen de mettre fin au bombardement israélien et américain sur l'Iran. En fait, en mettant une pression accrue sur le Koweït, le Bahreïn, les Émirats, l'Arabie Saoudite et Oman, eh bien, c'est une manière pour l'Iran de faire pression donc sur ces pays qui sont faibles, qui ont tout à perdre. Et donc, ces pays, ces grandes puissances pétrolières vont ensuite demander aux Américains et aux Israéliens de mettre fin à leurs attaques parce que ces pays, je l'ai dit, ont tout à perdre. Il faut savoir que le Koweït, les Émirats, Oman, le Qatar et le Bahreïn ont majoritairement des populations étrangères. Et donc, pour tout ce qui est industrie pétrolière, tous les services, y compris même les services publics, la majeure partie le manpower, donc des emplois, sont assurés par des travailleurs étrangers. Donc si demain la guerre venait à s'éterniser, tous ces travailleurs étrangers quitteraient ces pays du Golfe-là, parce qu'ils rentreraient chez eux, parce qu'ils n'accepteraient plus de travailler sous cette menace. Et donc, ça serait une catastrophe économique pour tous ces pays. Donc, ces pays, en fait, mettent la pression sur les Américains depuis le premier jour pour que les bombardements américains et israéliens cessent et que donc pour que l'Iran mette fin à ces attaques sur leur territoire. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de riposte pour éviter tout risque d'enlisement. Bien sûr, ils ne veulent surtout pas participer de près ou de loin à ces attaques. Ils savent pertinemment que ce ne sont pas ces bombardements qui vont faire tomber le régime de la République islamique. Donc, ils ne participent pas. Et d'ailleurs, je voulais le rappeler, l'Iran n'a pas que ciblé des bases américaines sur ces territoires-là. L'Iran a par exemple ciblé des data centers d'Amazon, par exemple aux Émirats et au Bahreïn. Ils ont ciblé des réservoirs de carburant à l'aéroport du Koweït. Ils ont ciblé une usine de dessalement au Bahreïn. Ils ont ciblé un port stratégique à Oman. Donc en fait, l'Iran a vraiment frappé des installations clés dans ces pays pour mettre la pression sur ces pays-là. Et ce n'est pas seulement attaquer des bases militaires américaines et ne pas s'en prendre au reste de ces pays. Ce n'est pas le cas dans les faits. Sans compter peut-être, disons, le portefeuille américain qui est bien implanté dans le Golfe. Les pays du Golfe ont attiré depuis des années des dizaines de milliards de dollars d'investissements liés aux Américains, mais aussi à la famille Trump. On les a vus récemment. C'est peut-être aussi ce que les Iraniens sont en train de frapper, le coffre-fort du Golfe. Je pense que les Iraniens ne pensent pas forcément à frapper le portefeuille de Donald Trump et de sa famille. Je pense que les Iraniens veulent surtout mettre la pression sur ces pays pour que les attaques américaines et israéliennes cessent. Là, on est vraiment dans la survie pure et dure, et c'est pour ça que les Iraniens s'en sont pris, y compris à des alliés. Je tiens à le rappeler, Oman est un pays allié. Oman était même présent à toutes les réunions pour trouver un accord entre les Américains et les Iraniens sur le nucléaire. Donc il est quasi incompréhensible qu'Oman ait été ciblé. Et donc le fait que l'Iran tape Oman veut dire aussi que l'Iran était vraiment dans une posture de survie et donc d'ultra pression, et donc mettre la pression y compris sur ses alliés. Mais ça pourrait être perçu comme une erreur stratégique alors de la part de Téhéran. Une erreur stratégique, je pense qu'il leur reste plus beaucoup de cartes à jouer. Après, aujourd'hui, quelles seront leurs relations à tous ces pays avec l'Iran après la guerre? Ça va être beaucoup plus compliqué. De toute façon, le régime se sait condamné, et le régime sait que cette situation ne peut pas durer. Et il est difficile de prévoir ce qui va se passer après cette guerre. Donald Trump parlait de plusieurs semaines de conflit. Là, il dit que c'est bientôt la fin, donc il est difficile de prévoir jusqu'où ça va aller. Mais ce qui est sûr, c'est que les relations entre les
pays du Golfe et l'Iran vont profondément être affectés par cet épisode. Et est-ce que les pays du Golfe craignent un renforcement d'Israël après cette guerre ? Oui, alors c'est bon, le danger imminent là, c'est l'Iran, mais la toute-puissance d'Israël au Moyen-Orient, elle est là depuis un moment, mais elle était contrebalancée par l'axe chiite construit par l'Iran. Mais dans les années futures, il est clair que pour certains pays du Golfe, Israël sera une menace, et notamment. Moi, je pense pour l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite a réalisé avec les Émirats qui ont gravi les échelons, qui ont trahi par exemple les intérêts saoudiens au Yémen ou dans la Corne de l'Afrique. Ils ont compris que l'axe émirati israélien pouvait être une menace sur le long terme. Et donc, les Saoudiens, petit à petit, se méfient, je pense, de la toute-puissance qui est en train de se dégager des 3 dernières années, où Israël a multiplié les violations du droit international sans qu'il y ait de répercussions sur ses relations avec les pays occidentaux. Donc, les Saoudiens, je pense, ont compris, les Omanais aussi. Et donc, évidemment, les accords d'Abraham se sont largement éloignés et certains pays ont compris. Et moi, je pense surtout à l'Arabie Saoudite parce qu'une partie de leur territoire, le nord, le territoire de Neom, de Tabouk, la région de Tabouk, fait partie du territoire du Grand Israël. Et le territoire du Grand Israël, c'est pas seulement une fiction religieuse, c'est vraiment un plan établi et réfléchi par les gens au pouvoir en ce moment en Israël. Et c'est de plus en plus populaire chez les Israéliens de conquérir une partie du Moyen-Orient. Et donc, le nord de l'Arabie Saoudite est concerné. Est-ce que la Chine peut tirer bénéfice de cette situation ? Non, absolument pas. La Chine a tout à perdre parce que les Iraniens vendaient à un prix cassé leur pétrole qui était sous embargo et donc les Chinois bénéficiaient du pétrole iranien à bas prix et donc ça bénéficiait à l'économie chinoise. Donc non, pas du tout. Les Chinois ont tout à perdre dans l'histoire, surtout s'il y a demain un changement de régime ou un régime qui vacille, eh bien ces tarifs préférentiels seront remis en cause. Donc la Chine, d'ailleurs, avait beaucoup œuvré pour la paix au Moyen-Orient en obtenant un accord historique entre les Saoudiens et les Iraniens de paix en 2022. Et cet accord a volé en éclats à cause d'Israël et des Américains. Ça, on peut le dire. Quentin Müller, dernier mot sur un acteur dont on parle très peu finalement depuis le début du conflit, les Houthis du Yémen qui sont très proches de Téhéran. Est-ce qu'ils se tiennent pour l'instant à l'écart du conflit, à l'inverse d'autres proxys iraniens comme le Hezbollah ? Pour quelles raisons ? Alors, ils se tiennent à l'écart du conflit pour le moment. Je dirais que c'est peut-être provisoire et éphémère. Si la guerre, en tout cas, venait à continuer, certainement que les Houthis entreraient en conflit. Les Houthis ont des difficultés après les bombardements israéliens et américains du cours de l'année 2025. Ils ont perdu donc les 3/4 de leur gouvernement civil. Ils ont perdu aussi leur chef des opérations militaires et ils ont perdu aussi 200 commandants qui ont été tués par des frappes assez ciblées. Donc, les chefs, si vous voulez, le chaînon de commandement Houthi a été fracturé. Donc certains la plupart se sont carapatés dans les montagnes, ils se cachent. Et donc, d'un point de vue opérationnel, c'est plus difficile pour eux aujourd'hui de sortir du bois, si je puis dire. Et puis surtout, ils ont la menace d'une attaque potentielle du gouvernement légitime, appuyé par l'Arabie Saoudite en suspens. Donc ils font très attention. Ils ont été, donc je peux le dire, amoindris par les frappes américaines et israéliennes, mais ils ont encore des capacités de nuisance très très fortes parce qu'ils ont des missiles qui peuvent atteindre le territoire israélien et des bateaux en mer Rouge. Mais jusque-là, ils se sont montrés patients et prudents, même dans les déclarations de Abdelmalik al-Houthi, leur chef suprême, là, qui a récemment encore une fois pris la parole. Il a dit que potentiellement il rentrerait en guerre, mais c'était au conditionnel et il n'a formulé aucune menace envers Israël et les Américains. Donc, pour l'instant, c'est une posture attentiste.
Peut-être que Téhéran n'a pas encore demandé aux Houthis de s'en prendre aux bateaux en mer Rouge, parce que si c'est le cas, déjà que les Iraniens ont fermé le détroit d'Ormuz, ça créerait un gros problème d'économie mondiale. Parce qu'il y a beaucoup de bateaux qui passent de marchandises, et de pétroliers qui passent en mer Rouge pour ensuite passer le canal de Suez et atteindre l'Europe. Donc il est probable aussi que Téhéran n'ait pas encore activé cette carte-là. Mais si ça venait à s'enliser, potentiellement les Houthis rentreraient en jeu. Voilà, et ça pourrait avoir encore des conséquences sur le trafic maritime. Merci beaucoup Quentin Muller, journaliste et auteur de L'Arbre et la Tempête, Socotra, l'île oubliée,